Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. La semaine a été agitée, en particulier à la France Insoumise. Elle l'a été aussi pour le syndicat Force Ouvrière, dont le secrétaire Pascal Pavageau a démissionné 6 mois après son arrivée, après la révélation d'un fichage très polémique des cadres de son syndicat. Alors, après cet épisode, nous allons nous interroger aujourd'hui sur le rôle, sur le poids réel des syndicats après le bras de fer perdu à la SNCF et au moment où s'ouvre la réforme des retraites. Pour nous dire si les syndicats servent encore à quelque chose, nous avons invité Philippe Texier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire du comité Bourgogne-Franche-Comté de la CGT. Laure Nicolaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, la secrétaire générale de la CFDT pour la Bourgogne-Franche-Comté. Troisième représentant syndical, bonjour Édouard Guerrero. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de Force Ouvrière en Côte d'Or et vous avez donc vécu cette semaine particulière pour votre syndicat. Et puis nous profiterons de l'éclairage de Dominique Andolfato, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialiste du syndicalisme. Votre dernier ouvrage s'appelle « La démocratie sociale en tension ». C'est un peu notre sujet du jour. Alors, cette démission de Pascal Pavageau, je le disais en ouverture, elle dit quoi, Édouard Guerrero, de votre syndicat? Qu'il est miné par des luttes, qu'il a du mal à se trouver une identité? Vous l'interprétez comment? Alors, je ne vais pas pouvoir dire vos grand-chose. Tout a été dit, tout a été écrit dans les médias. La seule chose que je peux vous dire sur le sujet aujourd'hui, c'est que nos instances vont prendre toutes les dispositions pour régler cette crise. Mais vous savez, les crises à Force Ouvrière, on en a vécu d'autres. Historiquement, on en a déjà vécu plusieurs. Et à chaque fois, nous avons mis en place les instances. Les instances se sont saisies de cette crise et ont réglé les problématiques à l'intérieur de l'organisation. Je vais vous dire juste simplement quelque chose. Les hommes passent et les organisations vont rester. Et c'est les combats que mènent les organisations syndicales qui sont importantes aux yeux de nos adhérents et de nos syndicats. Édouard Guerrero ne nous dira pas si ça dit quelque chose de ce qui se passe dans le syndicat. Dominique Andolfato, vous qui les observez, les syndicats, ce qui se passe là, c'est nouveau, c'est arrivé souvent dans la vie des syndicats, ou ça dit quelque chose de nouveau sur des divisions et peut-être sur la faiblesse des syndicats? Non, ça dit, c'est quand même, pour FO, c'est un événement relativement nouveau. Je n'ai pas souvenir qu'un secrétaire général à FO soit parti en démissionnant, surtout moins de 6 mois après sa nomination. Ça parle aussi des tensions qu'il y a au sein de FO. Il y a différents clivages idéologiques. Il y a des gens qui sont plus réformistes, d'autres des militants qui sont plus anarchistes, plus trotskistes, etc. Donc il y a un problème de fond, un problème idéologique, un problème de ligne. Ensuite, il y a un second problème qui est le problème du management de l'organisation, sa gouvernance. Un syndicat, c'est pas une entreprise, c'est une association, etc. Et donc, on ne peut pas... le dirigeant doit parfois passer des compromis. Donc il y a eu un style de management également qui est sanctionné, je pense. Philippe Texier, la CGT a vécu ça aussi avec Thierry Lepant, et vous l'avez vécu de près d'ailleurs, ce sujet-là. Est-ce qu'on est, si on prend de la hauteur, dans des luttes pour le pouvoir, simplement, et ça on peut le trouver dans une entreprise, on peut le trouver dans un parti, on peut le trouver dans plein de choses, ou est-ce qu'on est aussi, quand ça arrive, dans des luttes de clans entre des gens qui ont des visions différentes de l'action syndicale? Non, je pense qu'on est dans une situation pour le syndicalisme où, en fait, lorsqu'on existe depuis, pour nous en tout cas, depuis 120 ans, et que, en permanence, dans les syndicats, il y a un débat sur, pas sur les valeurs, sur ce qui nous a marqué en termes de rôle dans la société, c'est-à-dire la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, mais bien sur la stratégie à conduire, comment se rassembler, comment construire un rapport avec les salariés pour construire des revendications, sur quelle base, est-ce qu'on le fait avec les autres syndicats, quelles sont les priorités revendicatives. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'égalité professionnelle, par exemple, n'est pas quelque chose sur lequel on doit être plus à l'initiative, beaucoup plus présent? Est-ce que sur les questions, par exemple, de démocratie dans l'entreprise, est-ce qu'il est normal que les entreprises soient sous des décisions seulement des actionnaires? Donc pour vous, c'est plus des différences idéologiques que des luttes pour le pouvoir, C'est un débat sur le sens et le rôle de l'intervention des syndicats dans sa volonté de rechercher une efficacité. Mais il y avait ça, par exemple, dans le fait qu'en même temps, Thierry Lepant, on lui reproche d'avoir mis trop d'argent dans un bureau, dans un logement de fonction ou dans des bureaux. Je ne vois pas tellement où est la différence idéologique là-dedans. Mais ça, c'est des arguments qui ont été poussés en interne et qui ont été repris à foison dans les médias pour cacher un vrai débat sur le sens et la démarche de l'organisation syndicale. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils devaient faire de leur syndicat, sur ce qu'ils voulaient faire de leur syndicat. C'est le débat qu'on doit avoir, mais lorsqu'il prend des formes qui dépassent l'organisation elle-même et qui sont sur la place publique, et du coup, il y a eu des réponses de trouver.
Et aujourd'hui, on a une CGT qui continue du coup à se poser d'autres questions, c'est celle donc du coup de l'efficacité revendicative. Et on va y venir. Laure Nicolai, en début de semaine, Laurent Berger, votre secrétaire national, avait lui incité Pascal Pavageau à partir, à mot couvert, mais c'était un petit peu ça. Alors, comment vous l'interprétez? C'était tactique parce qu'il peut y avoir une forme de rivalité, ou est-ce que c'était aussi, on peut le comprendre comme ça, dans l'intérêt du monde syndical, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter les frais de choses, de déballage interne, parce que ça affaiblissait le monde syndical, dont on dit déjà qu'il n'est pas aussi fort qu'il l'était précédemment? Alors, je ne peux pas vous dire ce que Laurent avait en tête à ce moment-là quand il a rencontré Pascal Pavageau, mais je pense que c'était tout simplement un conseil d'homme à homme, ou en tout cas une opinion d'un dirigeant à un autre dirigeant d'organisation syndicale. Mais de toute façon, quand il y a du chaos dans une organisation syndicale, ça ne sert absolument pas les autres organisations syndicales. On a tout intérêt, évidemment, à montrer un syndicalisme cohérent, offensif. C'est ce qu'on essaye de faire à la CFDT. Et ça ne nous apporte absolument rien. Et ça ne nous satisfait absolument pas quand les autres organisations syndicales sont en difficulté de cet ordre-là. Pour finir sur ce sujet, Dominique Andolfato, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant il y a des courants et des choses que les gens ne voient pas forcément. On a effectivement entendu dans cette affaire qu'il y a une aile lambertiste à Force ouvrière. Les lambertistes, c'est des gens situés vraiment à l'extrême gauche. On est étonné d'apprendre ça en se disant c'est pas l'image qu'on a d'un syndicat, parce que l'extrême gauche, elle refuse aussi le système économique, le système social et un certain nombre de fonctionnements actuels. Et pourtant, c'est vrai, il y a à l'intérieur des syndicats des forces qui sont peut-être politiquement situées beaucoup plus loin que le positionnement moyen du syndicat. Oui, il y a, dans tous les syndicats, dans toute organisation d'ailleurs, politique ou syndicale, il y a des courants, il y a des tendances. Donc, FO est caractérisé par ces tendances. La raison d'être de FO, à l'origine, c'est l'anticommunisme. Mais au fur et à mesure du temps, il y a donc des gens, plutôt des lambertistes, des trotskistes, il y a également des anarchistes qui représentent, Édouard Guerrero pourrait peut-être nous le dire, mais au moins 20% des mandats dans cette organisation. Beaucoup de secrétaires généraux, d'ailleurs, se sont fait élire à la tête de FO en s'appuyant sur ce courant. Mailly, Blondel avant lui, etc. Mais il y a également une aile réformiste assez dure qui est assez puissante, notamment à la Fédération de la métallurgie. Alors, on fait quoi, Édouard Guerrero, à l'intérieur d'un syndicat? On doit tenir compte, là c'est vous parce que c'est FO qui était en crise cette semaine, on doit tenir compte de ça, c'est-à-dire d'influences qui sont des influences plus fortes que la ligne médiane et que ce que les gens voient de l'extérieur. Alors, nous avons un syndicat Force ouvrière qui est un syndicat, M. Andolfato l'a dit tout de suite, qui est traversé par des courants. Mais c'est partout ça, c'est dans la vie. Hein. C'est dans la vie, les courants politiques, il y en a partout. Et dans une organisation syndicale, il y en a forcément. Vous prenez le fonctionnement de notre organisation syndicale Force ouvrière, par exemple. Revenons un petit peu à ce qui s'est passé en mois d'avril au congrès de Lille. Nous n'avons rien caché à personne. 4000 délégués, 4000 personnes, 3500 délégués, 5 jours de congrès, 2 jours d'intervention libre, sans filtre, à la disposition. De grandes tensions entre Jean-Claude Maillet et son successeur. Ben voilà. Donc vous avez pu constater que Force ouvrière n'a rien caché, il n'y a pas eu de tabou, etc. Vous avez pu voir les interventions des uns, des unes et des autres. Ça a été très clair. Il y a eu des discussions dans l'organisation et à la fin de ce congrès, nous avons élu des instances qui, dans ces instances, ont élu le secrétaire général et est sorti Pascal Pavageau parce qu'il avait le soutien de la majorité, de la grande majorité des syndicats traversés par des courants différents, mais l'objet c'était d'élire un secrétaire général. Après l'actualité, on va venir au cœur finalement de ce dont on voulait parler aujourd'hui. Avec un peu d'ironie, on a titré cette émission « Les syndicats servent-ils encore à quelque chose ?» Parce que la question se pose, et elle s'est posée de façon avec beaucoup d'acuité après ce conflit à la SNCF. Un conflit long où tous les syndicats n'étaient pas d'accord. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de grèves, il y avait une grande impopularité dans l'opinion. Puis au final, on a l'impression que les syndicats n'ont pas réussi à empêcher ce qui se passait. Philippe Texier, c'est quoi? C'était une défaite en race campagne pour les syndicats, une des premières très grosses défaites en race campagne, ou de votre point de vue, pas vraiment? Moi, je trouve que c'est déjà la défaite d'un gouvernement, puisque plus d'un an après l'élection de Macron et la mise en place de ce gouvernement, il met en œuvre des réformes et qui reçoit déjà une opinion défavorable importante dans la population. Ça a été le cas sur la nouvelle réforme ferroviaire,
avec une mobilisation des cheminots dans un cadre unitaire important. Vous m'autorisez à vous dire que vous pratiquez la même langue de bois que les Non, politiques, mais parce que la réforme, la grève était très impopulaire dans l'opinion quand on prenait tous les sondages. Pas la réforme elle était impopulaire chez les salariés, mais pas dans la population. Mais je vais aller au bout de ma démonstration. C'est qu'en fait, moi, j'ai le souvenir aussi, y compris sur vos antennes, d'un nombre important d'usagers qui, non seulement qui étaient évidemment dans des gènes occasionnés par une mobilisation originale, puisqu'on se rappelle du cycle de grève de 2 jours tous les 5 jours, donc qui était là pour empêcher un blocage, mais donc du coup de continuer à peser dans une négociation qu'on savait qu'elle allait être longue avec ce gouvernement. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette mobilisation a permis une reprise importante de la dette par l'État, alors que vous saviez qu'un des problèmes importants de cette entreprise, c'est qu'elle croulait sous la dette. Et donc, donc il y a eu en réalité une négociation. Il y a eu une avancée sur la partie de prise en compte de la dette, et puis un début de discussion qui vient maintenant sur une nouvelle convention collective des personnels donc, du transport ferroviaire. Pour l'instant, on est sur... Donc vous ne regrettez pas ce mouvement qui n'était pas compris par tout le monde et... il y a eu surtout... qui a donné l'impression de ne pas réussir finalement. Est-ce qu'il a donné... Moi, je pense qu'il a mis en avant le fait qu'on avait une nouvelle réforme dans 7 secteurs ferroviaires qui allait porter atteinte à un moment donné où il y a des problèmes de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone, d'accès aux services publics. D'ailleurs, on voit dans notre région qu'il y a des gares qui aujourd'hui vont connaître des menaces en termes de fréquence, où dans les trains, il n'y aura moins ou plus du tout de contrôleurs. Là, vous nous faites la réforme de la SNCF et pas vraiment la réponse à ma question. Et donc, on n'a pas eu un gouvernement qui a su prendre les réponses qui convenaient à la situation du modèle ferroviaire en Laure France. Nicolai, on n'a pas senti la CFDT toujours en ligne avec la CGT sur ce conflit-là. Est-ce que ça dit que la grève ou la manifestation, en France, ça commence à ne plus être l'arme que c'était précédemment ? C'est un des outils du rapport de force, la grève ou la manifestation, mais ce n'est pas le seul outil du rapport de force. Et on peut le voir à certains moments. La concertation, être ensemble, avoir beaucoup d'adhérents, ce sont les bases du rapport de force pour une organisation syndicale. La grève et la manifestation, c'est pour revendiquer quelque chose de très précis. Ce qui explique à des moments, en tout cas pour la CFDT, ce qui peut expliquer à des moments, effectivement, qu'on ne soit pas tout à fait en phase avec le moment où on descend dans la rue, avec la CGT, avec EFO, etc. Il faut choisir. Parce qu'il ne faut pas se compter trop faible à certains moments aussi. C'est important de ne pas montrer effectivement une certaine force de faiblesse, mais parce que le travail du syndicalisme, ça se fait dans les boîtes avant tout, avec les travailleurs, et on construit les revendications et les réponses avec ceux qui sont concernés par les problématiques. L'idée, c'est bien là que ça se passe, c'est dans les entreprises. Édouard Guerrero, on dit parfois qu'en France, on manifeste beaucoup et qu'on négocie peu, et que dans d'autres pays, on négocie plus et qu'on manifeste moins. FO n'a pas toujours été non plus sur la ligne des manifestations très fréquentes ou des grèves. C'est quoi votre position, votre vision à vous ? On ne peut plus manifester comme avant, en tout cas, ça ne sert plus à la même chose ? Alors ma vision, c'est d'abord pas ma vision, c'est la vision de mon organisation, voilà. Bien sûr. Hein. La grève, la manifestation, c'est un aboutissement de quelque chose. On négocie toujours. Et à un moment donné, quand on ne peut plus faire autrement, on fait la grève et la manifestation. Sur le cas de la SNCF, par exemple, ça fait des années quand même qu'on travaille, que les gouvernements travaillent sur l'ouverture du marché de la SNCF, privatisation de la SNCF. Ça fait des années. Les gouvernements, les uns et les autres, ont travaillé sur le sujet. Mais ce n'était pas la peine, sous couvert d'ouverture au marché, de foutre en l'air 122 000 statuts de cheminots. Ce n'était pas du tout utile. Ce gouvernement s'est attaqué au statut des cheminots. Il n'y avait pas utilité pour ça. Bon, comme les syndicats il a bien fallu faire la grève pour le manifester. Comme les syndicats ne nous répondent pas vraiment. Mais non, mais il a bien fallu manifester et faire la grève pour défendre son statut, le cheminot. Parce que sinon, parce que les négociations, elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu, les négociations, dans les ministères, avec les directions. Il y a eu des alertes, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites. Et l'aboutissement, c'est la grève et la manifestation. Alors sur le transport, bien entendu, les utilisateurs, quand on fait la grève, il n'y a pas de train. On a eu une sensation, on se souvient, les plus anciens d'entre nous se souviennent de la réforme des retraites,
où globalement la population était derrière, le pays avait été bloqué, et toutes les enquêtes d'opinion montraient que la population était derrière les grévistes. Dominique Andolfato, sur la SNCF, est-ce qu'il y a une bascule? Est-ce qu'on est sur une bascule dans la vie syndicale française, où d'un coup, il y a une population qui est beaucoup moins derrière un mouvement revendicatif? Alors, je ne pense pas que c'est conjoncturel. En fait, il y a une évolution qui... Le problème de fond, en fait, c'est que les syndicats, peut-être qu'on reviendra là-dessus, ont perdu beaucoup d'adhérents. Non plus le nombre d'adhérents qu'ils avaient autrefois. Et donc, ce que j'appellerais les manifestations ou les grèves un peu presse-bouton, c'est-à-dire que c'est le national qui décide de la grève, ou qui décide d'une manifestation, s'il n'y a pas de relais à la base, si les gens ne se sentent pas concernés directement par la motivation de ce mouvement, ils ne suivent pas. Donc ces grèves presse-bouton, ça ne fonctionne pas. Cela étant, le résultat de la grève des cheminots n'est pas si négatif que cela, parce qu'en fait, tout n'a pas été perdu pour les cheminots. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu certaines corrections du gouvernement. Il y a beaucoup de... on va beaucoup discuter maintenant de la convention collective, et rien ne nous dit que finalement on ne va pas retrouver dans la convention collective ce qu'il y avait dans le statut. C'est vrai que pour la base, je pense que la grève, il y a le sentiment que la grève a été perdue. Bon, cela étant, il y a des négociations qui sont en cours, et peut-être que tout n'a pas été vraiment perdu. Dans ce conflit, il y avait aussi l'idée qu'à un moment donné, le pouvoir et le nouveau pouvoir décidaient que les syndicats ne représentaient pas le pays réel, et que donc on allait le faire sans eux. Est-ce que vous êtes le pays réel, Laure Nicolaï? Oui. Est-ce que, on sait par exemple dans les manifestations, il y a souvent beaucoup de gens du monde du public plus que du monde du privé qui ont plus de mal à manifester. Est-ce que vous êtes le pays réel, ou est-ce que vous êtes une partie seulement du pays? Alors, on n'est pas... C'est le cœur de notre émission finalement. On n'est pas forcément tout le pays, mais on représente, il y a 70% de salariés et d'agents qui votent aux élections professionnelles. Il faut le rappeler, pour les organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Je pense qu'on peut quand même se dire que les syndicats montrent ce que sont les travailleurs en France aujourd'hui. On est en lien extrêmement direct, puisque on est dans les entreprises. Il ne faut pas oublier que nos représentants du personnel, ce sont avant tout des salariés qui sont dans les entreprises, dans les boîtes souvent, et puis des agents qui sont dans les services. Ils vivent ce que vivent les autres, ils les représentent. Donc moi, j'accepte absolument pas qu'on puisse dire qu'on représente pas les Français au travail, que ce soit en activité ou non d'ailleurs. Aujourd'hui, on a 11% d'adhérents, c'est vrai, c'est peu, c'est trop peu. C'est un taux de syndicalisation faible. Un taux de syndicalisation relativement faible par rapport à d'autres pays, mais parce qu'on n'est pas constitué de la même façon et parce que les droits finalement bénéficient à tous, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Oui, les Français ne savent pas que dans certains pays, on a plus de droits, on obtient plus de choses si on est adhérent à un syndicat. Hein. Quand les syndicats obtiennent... C'est pas vrai? C'est pas exact. C'est pas exact, d'accord. Moi, Pas je pensais ça. Non. Ce que disent les Français, c'est cela, et notamment les syndicalistes français, ça nous rassure. Mais non, c'est faux. Dans les autres pays, les droits ne sont pas soumis à la syndicalisation. Non. D'accord. Donc voilà, on vient de tuer une idée reçue. Vous êtes le pays réel, Philippe Texier, ou pas? C'est la même question. Le syndicalisme, et à la CGT à l'intérieur, est un élément de la démocratie sociale. Certes, on n'a pas le même rôle que ceux qui assument les responsabilités politiques, le législateur, l'État, les collectivités, mais comme le disait... et dont on peut dire que compte tenu du faible participation aux élections, ils ne sont pas forcément le pays réel non plus, d'ailleurs. Mais le syndicalisme, depuis sa création et au fil des avancées sociales, je veux parler de la sécurité sociale, où il y a des administrateurs des caisses de la sécurité sociale, où le paritarisme fait que syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, ensemble, abordent, se concertent, alors avec des débats, des désaccords profonds quelquefois sur la question de la formation professionnelle et sur la question de l'emploi. Donc le syndicalisme assume des responsabilités à la fois de défense, mais aussi des responsabilités au sens de la politique publique. Lorsqu'un salarié est confronté à un licenciement, qui va l'accompagner au moment de la discussion avec le patron? Un conseiller du salarié. Qui va apprécier une situation dans un conflit sur un contrat de travail? C'est le conseiller prud'homme. Donc, vous voyez, les prérogatives du syndicalisme sont un élément de la démocratie. Alors après, il y a un élément incontournable sur lequel il ne faut pas tergiverser. Dans notre pays, plus de 50% des salariés travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et lorsqu'on va dans les moins de 20, on va se retrouver sur des pourcentages de 25-30%. Le syndicalisme est né en même temps que l'industrialisation, en même temps que
de groupes assez En même temps que la masse. numériques. C'est ça. Et donc aujourd'hui, le syndicalisme est confronté à répondre À l'atomisation, en fait. À l'atomisation du travail. et puis aussi à une individualisation du travail. Donc pour nous, c'est des défis nouveaux qui sont posés Ben, pour faire bouger notre Vous, organisation. vous me faites les transitions de l'émission, Philippe Texier, c'est super, sur les défis nouveaux. Et effectivement, vous le disiez, il y a des grands enjeux, on parlait de l'environnement, on parlait de toutes ces choses-là. Dans des moments où le message politique permanent, c'est il faut réformer le pays, est-ce que les syndicats se sentent parfois un peu montrés du doigt, Édouard Guerrero, en tout cas stigmatisés sur cette idée que les syndicats seraient des freins à la réforme alors que le pays doit se réformer, veut se réformer, et que vous empêcheriez les réformes en fait? Alors, ça, c'est vraiment une image qui est colportée depuis quelque temps. Moi, depuis que je suis arrivé à l'Union départementale en tant que secrétaire, on me dit ça. Ça fait un petit bail maintenant. Mais les syndicats, ils ont construit l'histoire de France. Je vais vous donner un exemple. C'est sur une idée de force ouvrière qu'on a constitué la caisse d'assurance chômage, par exemple. André Bergeron, à l'époque, on parle avec un ministre ou avec un président, et cette idée fait son chemin, et on monte la caisse d'assurance chômage. Mais s'il en parle, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'opposition, ça veut dire qu'il est dans une forme de... Mais il n'y a pas l'opposition. On a eu cette idée dans l'organisation de dire, à un moment donné, à une période donnée, il y a des personnes, des salariés, des travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Que peut-on faire pour eux, pour les protéger des aléas de la vie? La sécurité sociale qu'évoquait Philippe tout à l'heure, c'est quoi la sécurité sociale? C'est quelque chose qu'on nous envie de le monde entier. Et aujourd'hui, en France, on veut la déstructurer, on veut la tuer. Donc ces grandes idées, nous les syndicats, nous y participons. Quand ils parlent de conseillers de salariés, ce sont des adhérents, des militants dans les entreprises qui vont défendre les autres salariés. On sait que les syndicats ont joué un rôle très important en France, particulièrement dans l'après-guerre, dans le développement économique de la France et social. Est-ce que, Laure Nicolaï, vous y pensez, vous, aux grands enjeux qui vont venir maintenant? On sait que la France est traversée par tout ça, il y a l'environnement, je parlais des migrations aussi, qui aujourd'hui sont quelque chose d'important et qui peuvent impacter le monde du travail, par exemple. Bien sûr. Au-delà de la bataille dans les entreprises que vous menez, est-ce qu'il y a ça aussi dans vos syndicats? Oui, le développement durable, la question de l'environnement, elle traverse tous les chantiers syndicaux aujourd'hui. Il n'y a pas d'emploi hein, sur une planète morte. Donc, Et en même temps, on a souvent trouvé les syndicats pas toujours du côté de l'environnement parce qu'ils sont parfois au soutien des salariés aussi dans certains cas quand il y avait des entreprises polluantes ou des choses comme ça. Mais on peut, tout à fait, c'est pas antinomique, on peut être en soutien des salariés et réfléchir avec eux à comment une entreprise peut évoluer pour être dans une responsabilité environnementale. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Les équipes sont demandeuses de la question environnementale et de réfléchir ensemble là-dessus. Je te dirais un petit peu quelque chose. Ce ne sont pas les salariés qui polluent, hein. Entendons-nous bien. Il y a un moment donné une entreprise, je pense savoir à quelle entreprise vous pensiez, et à un moment, non. Bon. Il y a un moment donné une entreprise qui pollue, vous savez, les salariés, ils sont sous la subordination de leur employeur, hein. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Hein. Après, il y a une idée qui suit son chemin en ce moment, bien sûr, que tout le monde aujourd'hui prend conscience de ce qui se passe sur la planète. C'est un enjeu d'évolution pour les syndicats, Philippe Texier. Ça va être vraiment un enjeu fort pour vos syndicats? Oui, je pense qu'il n'y a aucun acteur qui pourra avancer sans prendre en compte les questions économiques, environnementales et sociales. Mais il faut mener ça de front. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que sur 100 € qui reviennent aux actionnaires, de bénéfices d'une entreprise, il y en a 67 qui vont aux actionnaires, 27 qui restent dans l'entreprise et 6 qui vont aux salariés. Donc on a un modèle économique qui, en ce moment, privilégie la rémunération d'actionnaires au détriment de l'environnement et des salaires et de la formation. Donc il faut regarder ça de façon beaucoup plus équilibrée. Il en va évidemment des transports. On voit la place que peut occuper le transport ferroviaire, dans des transports propres, d'aménagement du territoire. On voit la place aussi de quelle industrie, mais on parle de l'industrie qui pollue, mais aussi je pense à l'industrie, à l'agroalimentaire, je pense aux catastrophes sanitaires, je pense à l'eau, et je pense aussi à l'énergie. C'est-à-dire qu'en effet, il y a besoin de regarder du point de vue de l'énergie, comment envisager une place du nucléaire, autre qu'une place dominante, mais qui a une vraie approche de mixité des différentes sous-énergies, avec une place des énergies renouvelables nouvelles. Et ça dans une maîtrise publique. Parce que c'est là-dessus que peut-être je voudrais terminer, c'est qu'il y a besoin que sur des sujets aussi fondamentaux que l'énergie, les transports, la santé, la formation, il y a besoin d'une intervention publique forte.
Et on ne peut pas laisser des multinationales décider de la vie ou de la mort de certaines entreprises. On en a quelques-unes dans la région qui sont sous le coup de décisions de multinationales. Dominique Gandolfato, tout le monde est en général d'accord pour dire on va évoluer, on va le faire. Vous observez les syndicats et leur fonctionnement, et puis sur du long terme. Est-ce que c'est un enjeu? Deux, est-ce qu'ils sont sincères de votre point de vue, quand ils nous disent? J'aurais presque envie de dire qu'ils sont peut-être trop sincères, parce qu'en fait, il ne faut pas que les syndicats confondent leur rôle avec celui de parti politique ou de laboratoire d'idées, etc. Leur vrai boulot, c'est de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, défense déjà individuelle et collective. C'est leur première besogne, d'ailleurs, pour faire allusion à un vieux texte de la CGT, la charte d'Amiens. Et donc, moi, je les inciterais d'abord plutôt à se préoccuper de recruter des adhérents, parce que c'est la clé, c'est le défi vraiment majeur auquel ils sont confrontés. Dans les pays de l'OCDE, seule la Turquie fait moins bien que nous en termes de syndicalisation. Donc, il faudrait refaire une émission pour essayer d'en comprendre les... Voilà, donc c'est le gros challenge. Bon, peut-être qu'ils ont le droit de réfléchir, enfin, il faut qu'ils réfléchissent sur les grands enjeux que se pose la société, mais avant tout, c'est défendre les salariés à la base, les questions du travail. Ils doivent avant tout se considérer comme des groupes d'intérêt qui défendent les salariés. Il nous reste peu de temps d'émission, mais vous vouliez réagir. Oui, mais les salariés d'aujourd'hui sont peut-être pas forcément... seulement cantonnés à une défense immédiate de leurs intérêts. Et vous avez raison, le rôle des syndicats, c'est défendre les intérêts moraux et matériels des syndicats. Mais les salariés aujourd'hui qui rentrent dans la vie active arrivent aussi avec dans la tête d'autres problématiques que peut-être leurs aînés. Et les questions d'environnement, les questions y compris de citoyenneté, de pouvoir prendre la parole. Moi, je reviens sur... Alors, c'est moi qui vais conclure pour vous, parce que je vais faire le lien avec l'émission qu'on a fait sur l'environnement il y a une semaine, dans lequel les gens nous disaient les nouveaux salariés qui rentrent dans les entreprises, parce qu'on avait des représentants des entreprises, ont aussi de nouvelles préoccupations. Et finalement, on voit que nos deux émissions sur le même sujet peuvent se rejoindre. Je ne vous redonne pas la parole, Édouard Guerrero, parce que l'émission est terminée. Merci à tous les quatre d'être venus débattre sur ce débat qui pourrait être beaucoup plus long. Bon dimanche, au revoir et merci.